Eh bien, chers amis, bonjour. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Buzz et Léna. Très heureux de vous retrouver pour cette quatrième étape pour notre périple sur le GR34 autour de la presqu'île de Crozon. Je vous rappelle qu'on a démarré il y a 4 jours du Fou et que c'est notre quatrième jour donc, et qu'aujourd'hui notre point de départ était au pont de Térénès, qui était donc par définition le point d'arrivée d'hier, puisque c'est le principe même de nos marches. Alors Léna est postée devant un panneau qui rappelle des préventions sur les piqûres des types, les champignons et vous, zone de chasse prudence, et puis avec ce marquage du circuit de l'Aune maritime. Alors finalement plus intéressant, l'environnement de cette chapelle, dont on va vous lire évidemment la présentation. Et donc aujourd'hui, ça représente environ 1 heure de marche du pont de Térénès, côté arrivée du Fou. C'est là qu'on s'est garé. Et puis ensuite, on a marché la plus grande partie. On a traversé donc ce pont avec le passage piétonnier qui s'y trouve prévu. Et ensuite, on a marché le long de l'Aune maritime. Donc un parcours, ma foi, bien agréable, en bordure de l'eau à la fois et en sous-bois. Et on vous espère en forme, évidemment, pour ces retrouvailles quotidiennes pour ceux et celles qui le souhaitent. Donc voilà, quotidienne au moins pour les périodes de week-end. On va voir quelle fréquence on conserve. Et là, on aperçoit auprès de cette chapelle bien une sorte de fontaine réduite à sa plus simple expression, pourrait-on dire. Donc vous voyez un carré de pierre, pas d'abri au-dessus. Et voilà l'état de la fontaine, bordée par quelques rondins, si je prends un petit peu de recul. Donc voilà. Et puis à côté, un panneau qui va être l'occasion de vous partager un petit peu l'histoire de cette chapelle du Folgoat. Donc en fait, ce GR34, eh bien, pour l'instant, il nous conduit vers l'abbaye de Landévennec. Ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais voilà. Et donc, on va voir si la mise au point veut se faire sur le texte. Aux environs de l'an 1350, voilà ce que dit le panneau, un ermite du nom de Salin vivait à 5 lieues par la mer de Brest, Arfol, le fou, l'insensé, disait-on. Sa vie n'eut d'autre cadre que la forêt où il se balançait sans cesse aux branches en entonnant des Ave Maria. S'il s'aventurait hors du bois, ce n'était que pour mendier un bout de pain qu'il trempait ensuite dans l'eau d'une fontaine. Il dormait sous un arbre d'une pierre en guise d'oreiller. Quand Salin mourut, il fut enterré le plus simplement du monde au pied de son arbre. Alors on se demande si l'arbre en question c'est celui-ci. Je m'en approche un peu avant de vous lire la suite. Vous voyez, un arbre majestueux dont je peine évidemment à vous montrer la vue d'ensemble. Vous voyez, c'est ce bel arbre qui se trouve à quelques dizaines de mètres de ce panneau de présentation qui nous invite évidemment à apprécier cette nature telle qu'elle se présente à nous. Voilà, un petit peu de mal à piloter le système. Donc voilà, et puis le pied de l'arbre avec une petite particularité, si on en fait le tour, avec cette portion de tronc coupée en bas. Voilà, donc est-ce que c'est l'arbre de Salin? Je n'en sais rien. En tout cas, on est bercé par la petite musique d'un ruisseau qui coule. Vous voyez à quel point on a guère varié au fil du temps. On vous a rappelé très régulièrement l'importance du ressourcement. Voilà aussi une vue plus globale de cette chapelle avant de poursuivre nos informations sur Salin, puisqu'elle s'avère intéressante pour bien comprendre. Donc quand Salin mourut, c'est là qu'on en était, il fut enterré le plus simplement du monde au pied de son arbre. Aux surprises, dans les jours qui suivirent, un magnifique lys blanc portant au sein de sa fleur en lettres d'or l'inscription Ave Maria se mit à pousser en prenant racine dans la bouche même de Salin. Jean de Langouesnoux, de l'abbaye de Landévennec toute proche, fut appelé pour constater le miracle. Bien vite, on décida de bâtir une chapelle sur les lieux mêmes. L'édifice actuel, construit en 1645 par l'abbé de Landévennec Pierre Tanguy, a succédé à cette chapelle primitive. Si au début de la Révolution, la messe y était encore célébrée chaque dimanche, au XIXe siècle, on n'y officiait déjà plus qu'à l'occasion des pardons.
Vers 1960, communes et paroisses de Landévennec se mobilisèrent pour restaurer la chapelle qui subissait de plus en plus l'usure. Dès ans, le Folgoat fut alors sauvé d'une ruine qui s'annonçait proche. La porte principale et le bénitier extérieur datent notamment de cette époque. On va tâcher de vous les montrer si on arrive à les repérer. Alors, la porte principale, en tout cas, il y en a une qui est non loin de moi. On va voir si c'est celle-ci qui est considérée comme principale. Et puis le bénitier, je ne sais pas si on va pouvoir le localiser, puisque apparemment, ce sont les vestiges d'origine. Et peut-être que Léna va savoir nous montrer sur un vitrail, en fait, le fameux lys blanc dont il est question dans le texte que je viens de vous lire. En tout cas, voici une porte, je ne sais pas si c'est la principale, on va voir s'il y en a une autre de disponible. Vous voyez, chapelle bien restaurée au demeurant. Alors la porte principale serait quand même plutôt celle-là, a priori. Donc nous y voici. Vous voyez, une porte ici surmontée d'un petit texte qu'on a un peu de mal à finir, mais à lire, qui se termine par Virgilis. Vous avez actuellement le texte sous les yeux. Alors on va prendre un peu de recul, et donc le vitrail. Alors le vitrail, est-ce qu'on voit quelque chose à travers les vitres de la chapelle? Ah oui, alors le vitrail semble au fond. Donc voilà. Et donc, est-ce qu'on voit quelque chose à travers les vitres? Oui, voilà, vous apercevez le vitrail au fond et le lys blanc. Alors on va faire le tour pour voir si c'est mieux. Vous voyez, là on voit à travers la porte, je prends du recul, vous voyez, de l'endroit où on est en train de filmer cette chapelle. Donc je vais faire le tour pour vous montrer une vue de ce vitrail. Et puis on va comme ça... Bonjour, on va comme ça. Alors le clocher, il est là, hein, petite vue. Voilà, vous voyez, ça c'est les charmes de la marche à pied, c'est qu'évidemment on est plus attentif à son environnement et puis on découvre jour après jour eh bien, les beautés de ce qui nous entoure, parfois tout proche, qu'on n'avait pas encore vu. Donc là, on va arriver par l'arrière. Alors effectivement, le vitrail est plus mis en valeur de l'intérieur, puisque les jeux de lumière sont plus favorables. Alors c'est pas celui-ci, mais on va constater de la même que la vue précédente. Vous voyez, alors on distingue quand même, je pense, si on... Alors à gauche, nous dit Léna, on distingue en tout cas ce lys à gauche, en bas à gauche, hein, la fleur de lys. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire sur cette chapelle qui se trouve à proximité d'une maison forestière. Alors on va se diriger vers la maison forestière. Et donc voilà une promenade bien sympathique pour cette journée du mardi. Vous voyez, qui fait suite à nos étapes précédentes. Donc étape numéro 4, vous voyez l'ambiance du lieu, des petites maisons sympathiques tout autour. Voilà, et puis d'autres points de vue remarquables qu'on a plaisir à vous présenter dans cette vidéo. Donc voilà, alors on a amené avec nous, pour ne pas faillir à notre promesse, le livre La 4e révolution industrielle de Klaus Schwab. On avait, lors des émissions précédentes, vous voyez là, il y a une pancarte Moulin Neuf à 1,5 km. Ça sera pour la suite de la prochaine étape. On viendra garer par ici. Vous voyez la maison forestière du Folgoat, le Folgoet, voilà où nous en sommes. Et puis les marquages bien familiers du GR34 qu'on va apercevoir sur un poteau électrique. Voilà d'où on vient et la route du retour. Alors Léna m'a fait le plaisir d'amener le livre. Alors dans des émissions précédentes, on avait enregistré pas mal de lectures actives et interactives, et ça nous avait emmené, je pense que on devrait pouvoir trouver ça dans les archives de la chaîne, ça nous avait emmené dans déjà des pages du livre jusqu'à la page 26. Alors aujourd'hui on va aborder dans ce livre que vous avez sous les yeux les 10 premières lignes du chapitre 2 qui s'appelle les éléments moteurs, et puis les 10 dernières lignes. Alors je vous lis l'introduction. D'innombrables organismes ont produit
des listes de diverses technologies qui seront le moteur de la 4e révolution industrielle. Les innovations scientifiques et les technologies nouvelles ainsi générées semblent illimitées, tant elles se déploient partout et sur toutes sortes de fronts. Ma sélection des technologies, c'est Klaus Schwab qui parle, les technologies clés à surveiller s'appuient sur des recherches menées par le World Economic Forum et par plusieurs membres de notre groupe d'experts qui font partie de notre communauté nommée Global Agenda Council. Donc ça, c'est pour l'introduction de ce chapitre. Vous voyez que dans ce décor naturel, évidemment, on perçoit mieux, pour ceux qui l'apprécient comme moi, la folie de cette 4e révolution industrielle. Donc la fin de ce chapitre 2 qui s'appelle les éléments moteurs, je vous rappelle que le livre c'est la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab, et bien se termine par un paragraphe qui s'intitule des points de bascule. Alors ces points de bascule, eh bien, présentés en termes généraux, ces méga tendances peuvent sembler abstraites. En réalité, elles se traduisent par des applications et des développements extrêmement concrets. Un rapport du World Economic Forum publié en septembre 2015 identifiait 21 points de bascule, c'est-à-dire le moment où une mutation technologique atteint la société dans son ensemble, qui façonneront notre monde numérique et hyper connecté. Vous voyez, c'est vraiment leur truc, il faut que tout soit connecté. Tous devraient intervenir à l'horizon des 10 prochaines années et constituent donc de bons indicateurs des changements profonds qu'entraîne la 4e révolution industrielle. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, mais moi, ça ne me fait pas du tout envie. Pour les identifier, un conseil du World Economic Forum, constitué des meilleurs experts mondiaux dans le domaine des logiciels informatiques, des applications et de leur implication sociétale, a mené une enquête auprès de plus de 800 responsables et experts du secteur de l'information et des technologies de communication. Le tableau 1 présente le pourcentage d'experts interrogés qui s'attendent à ce que le point de bascule en question se produise, retenez bien la date, d'ici à 2025. Dans l'annexe de cet ouvrage, chaque point de bascule est présenté en détail avec ses impacts positifs et négatifs. Deux d'entre eux, les êtres humains sur mesure et les neurotechnologies, absents de la première enquête, sont inclus en annexe mais n'apparaissent pas dans le tableau 1. Ces points de bascule apportent des éléments contextuels importants, ils signalent les changements systémiques majeurs à venir et indiquent les meilleurs moyens de s'y préparer. Comme je le montre au chapitre 3, vivre cette transition suppose de prendre d'abord conscience des mutations en cours à venir et d'envisager leur impact à tous les niveaux de la société dans son ensemble. Donc les points de bascule, vous voyez sur le tableau 1, attendus d'ici 2025, 10% des personnes portent des objets connectés à Internet, mon Dieu, quel bonheur, 90% des personnes disposent d'un stockage illimité et gratuit, financé par la publicité, quel bonheur, 1000 milliards de capteurs sont raccordés à Internet, le premier pharmacien robotisé aux États-Unis, 10% des lunettes de vue connectées à Internet, 80% des personnes ont une présence numérique sur Internet, production de la première voiture en impression 3D. Je vous rappelle que c'est les points de bascule attendus d'ici 2025. Premier gouvernement à remplacer les recensements par des sources de big data. Premier téléphone implantable commercialisé. Et puis 5% des produits de consommation imprimés en 3D. Alors vous voyez que dans la colonne la plus à droite, il y a des pourcentages. J'avoue que je n'ai pas bien compris le rapport avec les textes que je viens de vous lire. Mais peu importe, on ne va pas vous embêter plus que ça. C'était le petit dialogue qu'on souhaite faire entre ce GR34 avec tout ce qu'il peut représenter comme simplicité, la marche étant sans doute la base finalement d'un bon équilibre. Pour notre part, on tend vers 2 heures de marche par jour et on va faire de notre mieux. Et donc voilà, on était devant cette maison forestière du Folgoat et puis le temps nous presse. Maintenant on doit rejoindre Brest après avoir passé sur notre base autonome durable plus de 3-4 jours. Alors le tableau, je vous ferai la grâce de la suite, je ne voulais pas intégralement énumérer puisque vous voyez qu'il a aussi une suite à la page 40 et puis la prochaine fois on va garder comment dirais-je, cette formule avec 10 lignes au début de chaque chapitre, ça sera l'impact pour demain, et puis 10 lignes de fin de chapitre. Enfin, quand je dis 10 lignes, c'est le premier paragraphe et le dernier paragraphe. Écoutez les amis, voyez cette chapelle dans son décor naturel pour nous rappeler finalement que on se porte d'autant mieux dans l'ensemble qu'on n'est pas tributaire des technologies
et que pour autant il serait souhaitable que les citoyens décident de leur avenir plutôt que de se le voir imposer par quelques fous furieux qui entendent bien évidemment obtenir le contrôle global des individus de cette planète à leur propre profit. C'est bien plus qu'une névrose de contrôle, c'est carrément une folie humaine qui consiste en une prise de pouvoir sur autrui en oubliant que le seul véritable pouvoir digne de ce nom, eh bien, c'est le pouvoir qu'on a sur soi-même, sur ses émotions et sur la faculté de choisir sa vie. Alors Léna veut me montrer peut-être quelque chose. Le ruisseau. Alors elle veut me montrer le ruisseau. Alors Léna, n'hésite pas à nous commenter. Donc ce ruisseau qui passe à droite de cette chapelle par rapport à cette porte d'entrée qu'on vient de vous montrer. Alors c'est vraiment très apaisant effectivement très apaisant. de voir ça. Et je vais me taire quelques 30 secondes pour terminer cette vidéo là-dessus, de façon à ce que vous puissiez vous ressourcer avec nous. Alors merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. J'espère que ces quelques secondes de silence en compagnie du chuchotement de cet écoulement d'eau vous aura ressourcé et on vous dit à tout bientôt les amis. Passez une excellente journée et merci de votre fidélité à la chaîne Brest Buzz. Grosse bise de Pierre et Léna. À tout bientôt.